68e Assemblée générale de l'ONU, le président ivoirien Alassane Ouattara plaide pour une agriculture moderne en Afrique à la table ronde au sommet entre le Japon et les communautés économiques régionales africaines. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au 6e Forum économique à Montréal au Canada. Le chef du gouvernement ivoirien a eu un entretien aujourd'hui avec son homologue québécoise Pauline Marois au menu la coopération Côte d'Ivoire-Canada. Des lingots d'or et des devises étrangères saisis sur un adolescent à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, valeur plus d'1 milliard de francs CFA. C'est un coup de filet de la police économique. Et on vote demain en Guinée pour des élections législatives. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans un climat tendu. La commission électorale se dit prête pour le scrutin. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RT1 pour vous informer. Direction New York aux États-Unis, où se tient la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président Alassane Ouattara a pris part hier en marge de cette session à la table ronde au sommet entre le Japon et les communautés économiques régionales africaines. C'est une initiative du gouvernement japonais qui veut poursuivre ses efforts en faveur du développement de l'agriculture en Afrique. Awa Touré est notre envoyé spécial à New York. Le Japon et les communautés économiques régionales africaines se sont retrouvés à New York en marge de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour se pencher sur les défis agricoles du moment et les réponses adéquates à y apporter. Il s'agissait pour les participants de faire le point sur le développement de l'agriculture, chacun dans sa sous-région, d'échanger les expériences, mais surtout d'exposer les difficultés et les besoins pour une agriculture efficace en Afrique. Le président de la République Alassane Ouattara, président de la CEDEAO, a salué le Premier ministre japonais Shinzo Abe pour cette initiative qui met l'agriculture au cœur du débat. La CEDEAO s'est fixée comme ambition de mieux exploiter nos potentialités agricoles, et notamment pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, une gestion rationnelle des ressources naturelles dans nos pays, une rémunération décente aux producteurs agricoles. Et il faut maintenant travailler en ce qui nous concerne à la dynamisation des marchés régionaux, car avec 300 millions d'habitants, nous pouvons essayer d'avoir une offensive en matière de production de riz et d'autres produits alimentaires qui peuvent bien évidemment avoir un marché naturel avec la population de l'Afrique de l'Ouest. Excellence Premier ministre, évidemment, l'Afrique de l'Ouest a une grande partie qui est constituée par le Sahel. Et le Sahel est une aire géographique avec de multiples défis, non seulement sécuritaires et climatiques, mais également, bien sûr, les questions de famine. Nous pensons donc que nous devons axer notre partenariat à aider ces pays du Sahel qui ont besoin donc qu'on améliore donc le caractère de l'agriculture moderne. Nous considérons que créer des marchés régionaux est également essentiel pour valoriser la dignité des populations et que les chaînes de valeur, les cultures, les coutumes peuvent bénéficier également de l'amélioration des marchés régionaux. Et bien évidemment, nous avons des programmes ambitieux de sécurité alimentaire, notamment à travers le renforcement des capacités de la région et de la mise en place de stocks de sécurité alimentaire. Le Premier ministre japonais a pour sa part indiqué qu'il faut tirer le maximum de profit de la TICAD 5 pour accroître la coopération Afrique-Japon. Et le président de la République, Alassane Ouattara, a également assisté dans la journée d'hier au lancement de l'initiative globale de la Fondation Bill Hillary et Kelsey Clinton pour la protection des éléphants en Afrique. L'événement a réuni plusieurs chefs d'État africains et l'objectif est de récolter des fonds pour mettre fin au braconnage des éléphants en Afrique et le commerce illicite d'ivoire. On retrouve notre envoyé spécial à Ouattara. L'initiative Bill Clinton vise à protéger les éléphants
et les rhinocéros, des espèces menacées de disparition. Au cours de la rencontre de jeudi à New York, l'ancien secrétaire d'État, ex-première dame des États-Unis, Hillary Clinton et sa fille Chelsea ont présenté un projet sur 3 ans évalué à 80 millions de dollars, soit près de 40 milliards de francs CFA. Projet qui devrait permettre de mettre fin à l'abattage des éléphants et d'arrêter par la même occasion le trafic de l'ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, et ses homologues du Burkina Faso, du Gabon, du Malawi, de la Tanzanie et de l'Ouganda sont venus soutenir les Clinton en leur promettant leur coopération dans la mise en œuvre de cet important programme de protection des éléphants d'Afrique. En Afrique où 35 000 éléphants ont été tués en 2012 selon des groupes de conservation de la faune. L'initiative mondiale Bill Clinton va donc permettre d'appuyer un plan anti-braconnage à travers l'embauche de 3100 gardes de parc supplémentaires. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan multiplie aussi les rencontres à l'étranger. À Montréal, au Canada, où il participe au 6e Forum économique, le chef du gouvernement ivoirien a eu un entretien aujourd'hui avec son homologue québécoise, Pauline Marois. Il a été question de renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada, notamment dans le domaine de l'éducation. Le reportage à Montréal de notre envoyé spécial, Hugues Webley. La coopération entre le Québec et la Côte d'Ivoire, déjà excellente, sera renforcée dans bien de domaines. C'est l'essentiel du message livré à la suite de la rencontre qu'a eue à Montréal le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan avec son homologue du Québec, Pauline Marois. Il y a quelques semaines, Jean-François Lisée, le ministre des Relations internationales, chargé de la francophonie et du commerce extérieur du Québec, était en Côte d'Ivoire avec des hommes d'affaires. L'audience de ce vendredi entre les deux premiers ministres s'inscrit dans la suite de cette visite. Nous voulons évidemment intensifier non seulement nos liens d'amitié et de solidarité, mais intensifier nos liens économiques avec la Côte d'Ivoire. La visite de votre Premier ministre est pour nous fort pertinente et intéressante dans ce sens. Nous avons discuté de différents sujets d'intérêt commun. Je crois que ce sera très fructueux pour la suite des choses. Les sillons ont été déjà tracés et là nous confrontons ces sillons, notamment dans différents domaines. Au niveau de l'éducation, nous allons avoir certainement davantage d'étudiants ivoiriens qui viendront donc se former ici au Québec. Dans le domaine donc économique, notamment dans le domaine minier, dans le domaine de l'énergie, donc aussi il y a des possibilités donc énormes. Et pourquoi pas, disons que d'avoir, disons qu'un champ d'application dans le domaine des services, port, aéroport. Donc les champs sont immenses. Et je pense que la coopération entre le Québec et la Côte d'Ivoire, qui avait été forte à un moment donné, et notamment donc abaissée du fait de la crise, doit pouvoir reprendre. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan séjourne au Québec jusqu'à samedi. Sur son calepin, de nombreuses audiences avec des hommes d'affaires canadiens notamment, invités à investir en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, pays vedette du 6e Forum économique à Montréal, a reçu tous les honneurs ce vendredi, 12e et dernier jour du Forum. Au cours de cette journée qui lui a été entièrement dédiée, la Côte d'Ivoire a fait montre de ses atouts aux participants de la rencontre de Montréal. Ouvert officiellement par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, l'espace Côte d'Ivoire a mis en exergue le gisement d'opportunités d'affaires et ce dynamisme retrouvé par le pays a été souligné par le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Au Québec, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires qui ont eu l'occasion d'explorer les possibilités d'affaires avec le Canada, mais aussi avec la vingtaine de pays africains présents au Forum Africa 2013. Et sur place en Côte d'Ivoire, le séminaire sur la réforme des systèmes de sécurité en Afrique de l'Ouest, ouvert le mercredi, vient de s'achever. Quelle réponse apporter aux problèmes d'insécurité et d'instabilité politique qui fragilisent plusieurs pays de la sous-région? Les acteurs de la sécurité intérieure ont fait un diagnostic de la situation sécuritaire dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils proposent notamment la création d'un centre interrégional d'analyse stratégique. On en sait plus avec Emmanuel Niamien. Principale recommandation du séminaire sur la réforme des systèmes de sécurité en Afrique de l'Ouest. La création d'un centre interrégional d'analyse stratégique et de décèlement précoce des menaces criminelles.
À l'image d'Interpol, les séminaristes demandent aux États de la CEDEAO de favoriser et de renforcer les capacités des systèmes d'échange de renseignements opérationnels internationaux et régionaux aux nouvelles formes de criminalité. Selon eux, les menaces criminelles dans la sous-région venant aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, il est important d'adapter les cadres juridiques nationaux, régionaux et interrégionaux aux nouvelles formes de criminalité. Nous avons souhaité la préconisation de cette création. Ensuite, il faut que les responsables des différents pays de la CEDEAO, mais les voisins également, puissent se réapproprier cette idée, cette volonté exprimée par les experts des 15 pays qui étaient présents aujourd'hui à Abidjan et qui ressentent bien que pour les systèmes de sécurité, il y a une urgence à partager sur une approche stratégique. Trafic international de drogue, d'êtres humains, d'armes, piraterie maritime et maintenant terrorisme sont entre autres les nouvelles formes de criminalité. Des menaces qui mettent aussi bien en péril la sécurité des personnes que des États eux-mêmes. Il est donc crucial, selon Bamba Cheikh Daniel, d'encourager les initiatives régionales afin de parvenir à des solutions durables. Quant au rôle de la Côte d'Ivoire dans cette guerre contre les nouvelles formes de criminalité, souligne le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, elle ne souffrira d'aucune ambiguïté. Et pendant 5 jours, les présidents du conseil d'administration des systèmes de financement décentralisés se sont retrouvés pour se mettre au goût de la gestion moderne de leurs activités. Objectif, apporter des solutions aux exclus du système bancaire classique. On en parle avec Adama Koné. Les administrateurs des sociétés de microfinance sont désormais outillés pour moderniser leurs prestations en faveur de la clientèle cible. À la faveur de l'atelier de formation sur la gouvernance des systèmes financiers décentralisés, ils se sont donné les moyens de répondre efficacement aux demandes de crédit, à la sécurité de l'épargne et au respect des procédures de commandement. Nous avons noté également des difficultés au niveau de ces institutions. Et c'est au titre de ces difficultés, il y a des questions de gouvernance qui compromettent la pérennité de ces institutions, de sorte que leur capacité à offrir des services de qualité à leurs clients est compromise. C'est la raison pour laquelle la Direction générale du Trésor, en sa qualité de structure de surveillance de ce secteur, a engagé un programme de renforcement de capacité de ces opérateurs afin de leur permettre de répondre aux attentes de leur clientèle. Avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, une autre session est prévue du 30 septembre au 4 octobre en faveur d'un deuxième groupe de dirigeants. Exporter vers la Suède, c'est autour de ce thème que se sont réunis des opérateurs économiques suédois, les ministères ivoiriens du commerce et des affaires étrangères et l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire APEXI. L'objectif de la rencontre, mettre à la disposition des exportateurs ivoiriens des informations relatives aux conditions d'accès au marché suédois. Le reportage d'Alvorassa. C'est dans le cadre de la politique de diversification des exportations ivoiriennes vers l'Europe du Nord que l'APEXI, des hommes d'affaires suédois et ivoiriens, organise ce séminaire. Ainsi, les échanges entre les deux pays qui sont largement au profit de la Suède pourraient être équilibrés. Tenez, en 2010 et 2011, les exportations de la Côte d'Ivoire vers la Suède étaient de 9 milliards 600 millions de francs CFA, contre 63 milliards 900 millions de francs CFA pour la Suède. Les produits sont les fèves de cacao, le caoutchouc et le bois pour la Côte d'Ivoire, et des machines, des appareils électriques, du papier et des cartons pour la Suède. La Côte d'Ivoire voudrait bien ajouter à sa liste d'autres produits pour conquérir le marché suédois. Concernant la Côte d'Ivoire, nous avons des produits à forte valeur ajoutée qui peuvent intéresser le marché suédois. Et à ce titre, nous avons travaillé avec Open Trade Gate. Nous avons identifié le secteur agroalimentaire, notamment le secteur de la filière karité, la filière cajou et puis la filière fruits et légumes. Popper Carlson, ambassadeur de la Suède en Côte d'Ivoire, par l'entremise de partenariats, les entreprises ivoiriennes peuvent créer une chaîne d'approvisionnement du marché suédois. Il faut que les producteurs, les opérateurs ivoiriens sont aussi prêts de se présenter dans un contexte. C'est une compétition dure, surtout dans la zone des fruits tropicaux.
Et Père Carson d'ajouter que des facilités pourraient être faites à la Côte d'Ivoire. Pour parvenir enfin à ces échanges commerciaux accrus entre la Suède et la Côte d'Ivoire, les deux pays entendent élaborer une feuille de route et mettre en place une stratégie commune pour que les échanges profitent aux deux parties. Des lingots d'or et des devises étrangères saisies sur un adolescent à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Ces lingots d'or et devises sont estimés à plus d'1 milliard de francs CFA. C'est un coup de filet de la police économique qui vient ici de mettre fin aux activités d'un réseau de trafic de métaux précieux et de devises étrangères. Le témoignage d'Herman Yamier. 31 kg de lingots d'or, 194 000 € en coupure de 500 saisis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par la police économique. Valeur monétaire de la saisie, plus d'1 milliard de francs CFA. Ce beau coup de filet met fin à 3 mois d'enquête pour le démantèlement d'un réseau de trafic de métaux précieux et de devises dans cet espace aéroportuaire. Nous avons eu l'information de ce qu'un jeune homme s'adonnerait à un trafic de pièces détachées entre le Liban et la Côte d'Ivoire. Mais curieusement, c'est des pièces détachées d'occasion qui prennent en Côte d'Ivoire pour aller au Liban. Ça nous a intrigués et nous l'avons suivi. Et aujourd'hui, lorsqu'il avait déjà embarqué sur l'avion, nous avons demandé qu'il soit débarqué pour que l'effet de surprise soit totalement préservé. En fouillant donc les cartons qu'il transportait, on a vu effectivement qu'il y avait dans les cavités des pièces détachées un certain nombre de métaux dont nous n'avions pas encore la qualité. Et après vérification au niveau de la sodomie, nous pouvons affirmer à 100% que c'est de l'or. Le commissaire Timité précise que le commerce de l'or et le transfert de devises ne constituent pas des infractions en Côte d'Ivoire, mais ils exigent toutefois qu'ils soient pratiqués en toute légalité. Cette saisie, selon le directeur de la police économique, représente la plus grande prise de l'année 2013. En politique, le Rassemblement des Républicains a soufflé aujourd'hui sa 19e bougie. La célébration de ce 19e anniversaire a été célébrée aujourd'hui au siège du parti à la rue Le Pic à Cocody. Témoin de l'événement pour RTI1, Patricia Omouetia. 27 septembre 1994, 27 septembre 2013. Cela fait 19 ans que le Rassemblement des Républicains a été porté sur les fonds baptismaux par Jenny Kobina, premier secrétaire général. La salle de conférence du parti était trop petite pour accueillir militants et sympathisants. Ils étaient tous présents pour communier à l'occasion de ce 19e anniversaire dont le thème est « Devoir de mémoire, devoir de réussite ». C'est une journée consacrée au souvenir d'une décennie de lutte ponctuée de témoignages et d'hommages. Nous pensons particulièrement à notre premier secrétaire général, Jenny Kobina. Après 16 ans de combat, nous avons accédé à la magistrature suprême de notre pays avec la victoire du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2010. Les témoignages sont tellement forts et durs que nous vivons un peu ces temps passés. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, ce pouvoir est en place. C'est des sentiments de joie et de fierté que la lutte du RDR est aboutie, parce qu'aujourd'hui, et le secrétaire général du parti l'a dit, la bataille future, c'est non seulement de pouvoir gouverner, de bien gouverner et de consolider ce pouvoir. Je suis très fier d'avoir contribué avec le RDR à l'avènement de cette nouvelle Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire où les droits de l'homme sont respectés, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Une Côte d'Ivoire qui est en train de renaître. Le Rassemblement des Républicains, c'est plus de 700 000 militants répartis sur le territoire national. Benjamin Guégué, conseiller de l'ex-président Laurent Gbagbo, est rentré d'exil aujourd'hui. Il était donc en exil au Ghana après la crise post-électorale. Benjamin Guégué a été accueilli par Coulibaly Gervais, président du CAP-UDD, parti d'opposition engagé dans les discussions avec les autorités ivoiriennes pour une réconciliation durable. La ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a reçu hier après-midi les candidates du concours Miss Environnement et la Miss Environnement de l'Afrique du Sud. Une rencontre avant le concours Miss Environnement qui se tient demain dans la commune de Makori. Le reportage de Patricia Omouitia. La préservation d'un environnement sain, la qualité de l'air et de l'eau,
la biodiversité sont autant de thèmes proposés par les candidates au concours Miss Environnement Côte d'Ivoire. Le jatropha est une plante miracle, si on peut le dire. C'est une plante qui peut pousser sur des sols arides. Le jatropha produit aussi une huile qui peut être utilisée comme biocarburant, ce qui peut réduire de moitié la pollution. Mon projet, c'est la lutte contre la déforestation par le mécanisme du REDD+, en associant l'agroforesterie et les parcs à bois de chauffe. Mon projet, c'est de reboiser avec 2 espèces qui sont le filao et le moringa. Le moringa parce que c'est un arbre appelé arbre de vie et on peut l'utiliser pour faire de l'huile cosmétique et de l'huile comestible. C'est dans cette dynamique que la ministre de la Communication a reçu Miss Monde Environnement et Miss Environnement Afrique du Sud. Maître Afoussi Bamba Lamine a prodigué conseils et encouragements aux candidates. Selon elle, beauté rime avec environnement et leur mission est de mener le combat contre la dégradation de l'environnement. L'initiateur du projet indique que les candidates ont reçu une formation sur l'environnement et la biodiversité. Nous avons été absents de ce concours mondial pendant près de 12 ans. Donc avoir la Côte d'Ivoire participer pour la première fois à Miss Earth, qui est un concours de beauté international, c'était une priorité pour la Côte d'Ivoire. Le concours Miss Environnement Côte d'Ivoire va se dérouler demain samedi dans la commune de Marcory. 6 candidats sont en lice. La finale mondiale Miss Environnement 2013 va se dérouler le 7 décembre prochain aux Philippines. La Côte d'Ivoire abrite depuis mercredi la conférence internationale sur l'emploi des jeunes. Au menu des réflexions, l'adéquation formation-emploi. L'initiative est de l'Association mondiale des services publics d'emploi et l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi. Le reportage de Serge Gongomé est commenté pour vous par Patricia Omouetia. Trouver des solutions concrètes au chômage des jeunes diplômés. Tel est l'objectif de cette conférence internationale à Abidjan. Une rencontre de réflexion et d'échange d'expériences en matière d'employabilité des jeunes. Pour Nyamien Konan, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, représentant son collègue Moussa Dosso, ministre en charge de l'emploi, il faut agir maintenant pour freiner le taux du chômage des jeunes. Un taux compris entre 27 et 42% selon les diplômes. Nous sommes tenus, premièrement, de veiller à ce que tous les jeunes présents dans le système de formation reçoivent des formations en lien avec les besoins du marché du travail, afin de garantir leur insertion future sur ce marché. La présente rencontre, initiée par l'Association mondiale des services publics d'emploi, enregistre la présence d'experts nationaux et internationaux. Un problème que nous avons souvent, c'est que les enfants et les jeunes vont à l'école, mais une fois qu'ils se retrouvent sur le marché de l'emploi, il s'avère que leur diplôme n'est pas nécessaire sur le marché de l'emploi. Quand vous envoyez des jeunes pour étudier par exemple la médecine en Europe, on peut se poser la question si c'est une bonne idée. Qu'apprendront-ils là de la malaria? Qu'apprendront-ils de la bilharziose et de toutes ces maladies typiquement africaines? Durant 48 heures, les spécialistes des questions d'emploi passeront en revue le bilan à mi-parcours des activités en faveur de l'emploi des jeunes et réfléchiront sur des solutions concrètes qui seront traduites à travers des recommandations et des résolutions. Le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, première institution en charge des questions d'emploi, bénéficie du soutien de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire dans le cadre de la politique de réforme de la formation professionnelle et d'adéquation formation-emploi. Et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative communique que tous les fonctionnaires qui n'ont pas été notés pendant l'opération d'identification, notation pour des raisons inconnues au ministère sont informés que leur salaire sera mis sous contrôle à la fin du mois d'octobre 2013. La liste nominative des personnes concernées est publiée sur le site web du ministère. La levée de la mesure est conditionnée par la fourniture à la Direction générale de la réforme administrative et de l'information d'une attestation de présence au poste délivrée par le chef hiérarchique direct et visé par le ministre de tutelle. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, a célébré aujourd'hui la Journée mondiale du tourisme. Thème de l'édition 2013, le tourisme et l'eau, protéger notre avenir commun. Cette journée est l'occasion exceptionnelle de mieux faire connaître le rôle du tourisme dans l'accès à l'eau et de mettre en relief la contribution du secteur à un avenir plus durable en ce qui concerne l'eau. Le message du gouvernement ivoirien a été recueilli pour vous par Patricia Omouetia. Le tourisme est un secteur qui pèse environ 500 000 milliards de francs CFA. Plus d'1 milliard de touristes voyagent par an dans le monde.
5 à 6 milliards voyagent à l'intérieur de leur propre pays. Le thème retenu en 2013 pour la Journée mondiale du tourisme est « Le tourisme et l'eau, protéger notre avenir commun ». Le but étant de mettre en relief que l'eau est fondamentale pour le développement durable, en particulier pour l'intégrité environnementale et l'élimination de la pauvreté et de la faim. Elle est indispensable pour la santé et le bien-être de l'homme et elle est fondamentale pour atteindre les objectifs du développement du millénaire. Cette journée est l'occasion exceptionnelle de mieux faire connaître le rôle du tourisme dans l'accès à l'eau. L'accès à une eau salubre est vital pour le tourisme et la plupart de ses activités, qu'il s'agisse de l'hôtellerie, de la restauration, des installations de loisirs ou des transports. En effet, de multiples littoraux, lacs et autres zones humides dans le monde figurent actuellement au nombre des destinations touristiques les plus prisées. Il faut aussi favoriser son usage rationnel et réduire au minimum l'impact en fournissant des équipements efficaces qui aident à protéger notre environnement, indique le ministre Roger Kakou. Les célébrations officielles de cette année auront lieu aux Maldives, destination vedette de l'océan Indien, avec un ensemble d'archipels de plus de 1000 îles. En vote demain en Guinée pour des élections législatives, plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans un climat tendu. Les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire ont prié pour la paix, le bon déroulement de ce scrutin. Le reportage d'Herman Yamier. Ces derniers jours, la tension est vive en Guinée-Conakry. Partis au pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité d'éventuels troubles. Une situation favorisée par le report des élections législatives finalement prévu pour ce samedi 28 septembre. Le Conseil des Guinéens résidents en Côte d'Ivoire décide alors d'apporter sa pierre pour des élections apaisées. Une lecture coranique est donc initiée pour une Guinée unie et prospère. Nous sommes venus implorer Dieu pour la concorde et la paix dans notre pays. Que les politiciens s'entendent entre eux et que tout ce qu'il y a comme dégâts matériels, mort d'hommes, sincèrement que ça cesse et que la Guinée puisse avancer. Dieu n'a qu'à nous aider pour nous éloigner tout le malheur qui va arriver en Guinée, que Dieu nous éloigne de cela. Tout ce qu'on a à la recherche comme bonheur, comme paix, comme tranquillité, que Dieu nous donne ça. Le Conseil des Guinéens résidents en Côte d'Ivoire appelle aussi au calme et à la retenue pour toutes les parties mises en cause lors des dernières violences survenues à la suite du report de la date des législatives. Hier matin, sur place à Conakry, des responsables religieux chrétiens et musulmans se sont présentés main dans la main devant la presse pour lancer un appel au calme. De son côté, la commission électorale se dit prête pour le scrutin. Temenitaï, dans la commune de Kaloum, au cœur de Conakry. L'équipe de Siaka Isis compte les cartes non remises à leurs titulaires. Mais le chef est satisfait. Un peu plus de 87% des électeurs inscrits dans son quartier ont retiré leurs cartes. Plus de 2105 cartes qu'on a distribuées. Il y avait combien de cartes normalement disponibles? Il y avait 2200 et quelques cartes. À la Commission électorale nationale indépendante, la satisfaction est tout aussi grande. La CENI estime en environ 70% le taux de distribution des cartes d'électeurs sur l'ensemble du territoire. Un bon signe pour la participation. Une élection n'est crédible que parce que la participation est massive. Nous tenons à ce que cette élection soit crédible. Au rez-de-chaussée de l'immeuble de la CENI, des cartons contenant le matériel électoral dit complémentaire. Ils sont sur le point d'être acheminés vers les préfectures où l'opposition avait relevé plusieurs anomalies. Des anomalies que la Commission électorale nationale indépendante dit avoir corrigées. Sur les 11 998, il y a eu 1035 bureaux qui étaient dans l'intervalle de 700 à 900 électeurs. Il a été décidé d'augmenter les isoloirs dans ces bureaux de vote, d'augmenter les urnes dans ces bureaux de vote pour permettre la fluidité des électeurs le jour du vote. Dans la préparation des législatives en Guinée, la CENI bénéficie depuis un an de l'expertise des techniciens envoyés par l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF affirme avoir obtenu des assurances de tous les acteurs politiques engagés dans la course. Tous ont compris, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à des talents de pédagogues,
sur la nécessité de calmer le jeu auprès de leurs troupes. Un peu plus de 5 millions de Guinéens sont appelés à voter samedi pour élire 114 députés. Le scrutin attendu depuis juin 2011 pourrait se tenir dans un climat tendu. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention.